I wanted to prove to them that, hey, no matter what you do, what changes you make, I'm gonna overcome that challenge. New York would take us to our limit. So it was a mental test as well as a physical test to take on the baddest and the worst and probably the best challenge that we would have in the playoffs. On ne va pas se mentir, de nos jours, un Bulls-Knicks, ce n'est pas franchement le match qu'on entoure en rouge sur le calendrier. Même si les deux franchises revivent un peu ces derniers temps, il faut bien avouer que cette rencontre ne vaut pas le coup de sacrifier une bonne nuit de sommeil. Les risques d'assister à une purge sont beaucoup trop grands. Pourtant, il fut un temps où cette rivalité animait la NBA, où elle était l'une des affiches phares de la Ligue. Le genre de rencontre qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. C'était le divertissement à son paroxysme. Que ce soit les fans survoltés en tribune ou bien les joueurs sur le parquet, tout le monde jouait son rôle à la perfection. Et même si la balance penchait souvent du côté de Chicago, les Knicks ne se laissaient jamais faire. Mais alors, vraiment jamais. Baisser les bras face à son pire ennemi ne fait clairement pas partie du vocabulaire new-yorkais. Question d'honneur. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une rivalité légendaire, du temps de l'Est sauvage. Un mélange de talent brut, de haine sportive, de coups de coude malicieux. Et bien sûr, d'une bonne dose de trash talk. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Chicago Stadium en ce 20 mai 1994 pour le Game 6 des demi-finales de play-off de la Conférence Est. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est enfin l'heure des finales NBA. Le duel au sommet et donc forcément le pronostic ultime. Pour parier sur ces matchs à gros enjeux, notre partenaire BetClick te propose plein de codes dès aujourd'hui. Tu peux miser sur le vainqueur des matchs, l'écart de points, le total de points et même sur les performances de joueurs. Mais surtout, tu peux parier sur le champion NBA. Il ne reste plus que 2 prétendants. Le Thunder, mené par son MVP, Shai Gilgeous-Alexander, est en pleine forme. Leur cote est d'ailleurs proposée à 1,21 pour la victoire finale. Rendez-vous dès maintenant sur l'appli BetClick. Et si tu veux nous soutenir, utilise le code crossover, tu auras jusqu'à 100 € en free bet remboursé. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Allez, on retourne à notre vidéo. Les Knicks mènent 3-2 dans la série. Nous sommes dans le 3e quart-temps, quand soudain, la légende Scottie Pippen s'apprête à signer l'action la plus mémorable de sa carrière. L'un des plus beaux dunks de l'histoire des playoffs. Une action gravée au panthéon de la balle orange. Les Bulls partent en contre-attaque. Pete Myers envoie la gonfle à Pippen. Ce dernier s'élance et claque un poster d'anthologie par-dessus les 2,13 m de Pat Ewing. Par-dessus l'Empire State Building. On pourrait même dire sur la ville de New York tout entière. Et comme si ça ne suffisait pas, Pippen enjambe ensuite sa victime avec assurance, toise le colosse du regard et lui susurre quelques mots doux, de l'insolence à l'état pur. Le basket comme on l'aime. Mais ce qui a rendu cette action aussi marquante, aussi culte, ce pourquoi certains fans ont encadré la photo dans leur salon, c'est avant tout le contexte dans lequel elle a été réalisée. Ce dunk n'est pas un simple dunk, c'est un symbole, le symbole d'une rivalité, d'une ère qui a marqué la NBA. Bulls versus Knicks, c'est un duel de philosophie, une guerre d'ego, une bataille de territoire entre deux villes emblématiques. Chicago, une Windy City en pleine reconstruction qui souhaite s'imposer comme la nouvelle capitale du basket. Et New York, la Mecque de la balle orange qui cherche à renouer avec son prestige d'antan.
Mais pour mieux comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Retour en 1989. Les Bulls ne sont pas au top de leur forme. À vrai dire, c'est une équipe qui déçoit, à l'instar de son franchise player, Michael Jordan. À 26 ans, après déjà 5 longues années dans la ligue, MJ est perçu comme un loser. Une forte individualité, certes, mais un soliste qui n'arrive pas à tirer ses coéquipiers vers le haut. Hormis Scottie Pippen qui se révèle cette année-là comme un lieutenant fiable, le Robin de Batman, le reste du roster des Bulls ne vend pas du rêve. Donc forcément, le bilan n'est pas fameux. À l'issue de la saison régulière, ils ne sont classés que 6e à l'Est, loin, très loin d'une place de contender crédible. Tout le contraire des Knicks. À l'époque, New York se porte très bien. Sa superstar, Patrick Ewing, tourne en 28 points, 11 rebonds et 4 contres par match. Pour l'accompagner à la main, le sophomore Mark Jackson, qui a été élu Rookie of the Year en 1988. Ainsi que ce fou furieux de Charles Oakley, le garde du corps de Pat arrivé la saison précédente en provenance de Chicago. Ironie du sort. Puis pour finir, des gars comme Gerald Wilkins, Johnny Newman et Kiki Vandenberg complètent le roster. Bilan, ils terminent 2e à l'Est derrière les Pistons, plus que favoris au titre. Les Knicks se présentent alors comme la seule équipe de l'Est capable de barrer la route des Bad Boys. Donc si on compare avec les Bulls, le momentum penche clairement en faveur de New York. Les deux teams se retrouvent dès le premier tour des playoffs 89. Étonnamment, la série est assez équilibrée au départ. Les Bulls prennent le premier match, tandis que les Knicks remportent le second. Mais à la surprise générale, Chicago finit par prendre l'ascendant sur la suite de la série, 4-2 pour les Bulls, qui envoient les Knicks à Cancun. Une performance inattendue qui vient rebattre les cartes à l'Est. La victoire des Bulls en 89 est un véritable accomplissement. Malheureusement, MJ s'incline au tour suivant face à sa bête noire, les Pistons, futurs champions NBA. On arrive en 91 et nos deux rivaux se démarquent par leur style de jeu diamétralement opposé. D'un côté, les Chicago Bulls voient arriver dans leur rang un nouveau coach en la personne de Phil Jackson. À Chicago, le Zen Master développe son fameux jeu en triangle, un basket en mouvement fluide et spontané. De l'autre côté, New York accueille la superstar du coaching, Pat Riley, déjà 4 fois champion avec le Showtime. Grâce à l'expérience du Godfather, les Knicks espèrent ainsi pouvoir atteindre leur objectif. Pour ça, Pat Riley met en place une identité rugueuse, défensive, presque brutale. C'est lui qui insuffle cette nouvelle identité de méchant qui colle parfaitement à la mentalité de col bleu des New-Yorkais. Au premier tour des playoffs, on retrouve notre fameuse affiche Bulls versus Knicks. Ça commence à devenir une habitude. Mais contrairement au début de notre histoire, le rapport de force s'est diamétralement inversé. Les Bulls ont terminé la saison avec un bilan de régulière remarquable. 67 victoires pour seulement 15 défaites. MJ a fini meilleur scoreur de la ligue, pour la 5e saison consécutive qui plus est, avec des stats de zinzin. 31,5 points, 6 rebonds, 5,5 passes et 2,7 steals. Autant dire qu'il n'y a pas eu trop de discussion quand il a fallu lui décerner son 2e titre de MVP. En face, les Knicks ne font clairement pas le poids et assistent impuissants au triomphe de leur meilleur ennemi. Résultat, les Bulls sweepent les Knicks en 3 matchs avec une facilité déconcertante. Et l'image qu'on retient de ce coup de maître, c'est cette action de MJ lors du Game 3, la première humiliation de ce bon vieux Pat Ewing. Jordan s'envole le long de la ligne de fond, efface 2 défenseurs, puis s'écrase avec violence sur la tête de Big Pat. Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Oh, through the foul! Wow! Powerhouse, JD! Un dunk aussi symbolique que provocateur. Une action qui vient fleurir cette rivalité naissante. Un moment qui fait écho à The Shot, inscrit quelques jours plus tôt contre les Cavaliers. Jordan envoie un message clair. Il n'est pas juste un scoreur, c'est un tueur né. Il n'est pas venu pour jouer, il est venu pour régner. L'Est est son royaume
et il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Jordan et sa bande vont ensuite battre Charles Barkley et les Philadelphia Sixers en demi-finale de la conférence Est en 5 petits matchs. Pour enfin arriver en finale de conf où ils se vengent des Bad Boys, se qualifiant ainsi pour les finales NBA pour la première fois de leur histoire face aux Lakers de Magic où ils ne trembleront que l'espace d'un match. Le reste de la série étant presque une formalité. 4-1 et c'est plié. Les Bulls remportent leur premier titre de champion NBA. C'est le début d'une des plus formidables dynasties de l'histoire du sport. La saison suivante, la tension monte d'un cran. Le rendez-vous annuel a lieu cette fois-ci en demi-finale de conférence. La série est d'une violence rare. Ça se rentre dedans à chaque action. Mais 90s oblige, les arbitres laissent jouer. McDaniel et Pippen s'accrochent. Jordan, lui, se fait ceinturer sur chaque drive. Bref, la roue libre est totale. Comme si ça ne suffisait pas, Greg Anthony en rajoute une couche avec ses provocations. Les Knicks sont tellement combatifs qu'ils réalisent l'exploit de pousser au Game 7 les champions en titre menés par MJ Prime. Une performance que personne n'aurait cru possible. C'est d'ailleurs la seule fois de sa carrière que Michael Jordan est contraint de livrer un match 7 en demi-finale de conférence. Mais il en faut bien plus pour déstabiliser Is Ernest. Dans un Chicago Stadium on fire, MJ lâche 42 points et offre la victoire à Windy City. Sa majesté des airs n'a pas usurpé son surnom. Malgré leur performance remarquable, les Knicks se font sortir une fois de plus par les Taureaux de Chicago. Frustrant en tout cas, ça l'est pour les fans qui passent chaque seconde de leur vie à haïr Jordan et ses fidèles qui, eux, marchent littéralement sur la ligue. Après avoir battu les Cavs en finale de conf, il parachève le back-to-back face aux Blazers de Clyde Drexler. L'année suivante, en 1993, Jordan remporte son 3e titre de MVP consécutif. Le Jumpman est désormais une légende vivante qui empile les exploits saison après saison. Et ce, malgré un supporting cast vieillissant. Cette année-là, il porte littéralement les Bulls sur son dos. De l'autre côté, les Knicks viennent de réaliser une saison exceptionnelle. Avec 60 victoires pour 22 défaites, ils terminent même premier de la conférence Est, devant les Bulls. Après avoir sorti les Pacers et les Hornets, les New-Yorkais retrouvent Chicago en finale de conférence. Une sorte de finale avant l'heure et qui se révélera sans doute comme la série la plus acharnée de cette époque. Sur le parquet, les deux équipes se battent comme jamais. Même Is Ernest semble parfois un peu vulnérable sous la pression du Gang of New York. Avec l'avantage du terrain, les Knicks frappent fort et remportent les 2 premiers matchs. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Car à chaque fois que les Knicks semblent prendre le contrôle, MJ surgit. D'un tir assassin ou d'un dunk spectaculaire, il rappelle que tant qu'il est là, la victoire ne leur appartient pas encore. Les Bulls enchaînent un run de folie et remportent les 4 matchs suivants grâce à un Jordan en état de grâce qui plantera notamment 54 points au Game 4. Sur cette lancée, MJ mène son équipe jusqu'au sacre, une fois de plus, après des finales intenses contre les Suns de Charles Barkley. 3 bagues de suite, le premier three-peat de l'ère moderne. Une dynastie s'installe. Rien ni personne ne semble en mesure de la détrôner. Tout va pour le mieux à Chicago. Enfin, ça, c'était avant qu'un séisme vienne s'abattre sur l'Illinois. Octobre 1993, moment du drame. Le roi laisse son trône vacant. Michael Jordan prend tout le monde de court en annonçant sa retraite à la suite du décès de son père. Le basket est en deuil. MJ laisse tomber la balle orange pour le baseball, en quête d'un rêve inachevé qu'il veut réaliser en hommage à son paternel. De leur côté, les Bulls doivent se faire à l'idée d'une team
sans leur superstar, sans le meilleur joueur du monde. Difficile à digérer comme nouvelle, mais bon, pas trop le choix. C'est donc Scottie Pippen qui hérite logiquement de la couronne. Calife à la place du calife. Tout le monde veut savoir s'il est capable d'endosser la cape de Batman qu'il a toujours convoitée. L'ex-lieutenant modèle a-t-il une âme de commandant en chef ? Les doutes s'installent, mais les gens semblent oublier qui est Monsieur Scottie Pippen. Rares sont les basketteurs aussi complets. Un joueur qui excelle dans tous les domaines. Son jeu est d'une densité rare. Grâce à sa ténacité, sa compétitivité, sa taille et surtout sa vitesse, il est une menace constante. En attaque comme en défense, l'ère post-Jordan lui ouvre enfin la porte à une reconnaissance individuelle bien méritée. Il affiche, cette saison-là, des stats de All-Star. 22 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne. Il est même dans la conversation pour le titre de MVP. Chapeau l'artiste. Mais le moment de vérité, là où il doit vraiment faire ses preuves, ce sont durant les playoffs. Sans MJ, les Bulls seront-ils à la hauteur ? En tout cas, ça commence bien. Ils sweepent facilement leur victime favorite, les Cavs, au premier tour. Puis Pippen et sa bande retrouvent une fois de plus en demi-finale de conf, attention, roulement de tambour, bingo ! Les Knicks. Pas le droit à l'erreur. La pression se fait ressentir. Parce qu'à New York, on sent que cette année est la bonne. Sans Jojo pour leur bloquer la route, les Knicks ont un boulevard devant eux. C'est maintenant ou jamais. Toute la Big Apple se met à prier. Le titre leur semble promis. Ewing est au sommet de son art. Oakley, Mason, Harper et Starks ont le couteau entre les dents. Ils ne sont pas là pour rigoler et ils le font directement savoir. Les Knicks donnent le ton et remportent les 2 premiers matchs au Madison Square Garden. De quoi donner un bon coup de chaud aux hommes de Phil Jackson, qui ne vont d'ailleurs pas attendre longtemps avant d'exploser. De retour à Chicago pour le Game 3, ça dégénère. Une violente altercation éclate entre Jojo English, un joueur de rotation des Bulls peu connu du grand public, et Derek Harper, le meneur rugueux des Knicks. Les 2 basketteurs finissent carrément dans les tribunes. La tête entre 2 sièges, juste devant le commissionnaire David Stern, spectateur stupéfait de cette scène surréaliste. Lui qui est si intransigeant avec ce genre de comportement, forcément, les suspensions tombent. Harper et English sont respectivement écartés des parquets pour 1 et 2 matchs. Cette bagarre changera même le règlement de la NBA pour toujours, puisque David Stern instaurera à la fin de la saison de nouvelles sanctions beaucoup plus lourdes concernant les altercations. Autant vous dire que tout ça ne vient pas calmer la tendance du match. Dernière possession, 1,8 secondes à jouer. Phil Jackson prend un temps mort. Toute la salle pense que Scottie Pippen va avoir la balle. Lui le premier. C'est son équipe, son moment. Après tout, il n'y a plus MJ. Qui d'autre pourrait être mieux placé que lui pour prendre ce tir ? Mais le Zen Master en décide autrement. Il dessine un système pour Toni Kukoc, le jeune rookie croate qui s'est révélé cette saison. Superstar en Europe, il était attendu de pied ferme en NBA, notamment par Jordan et Pippen, qui l'ont battu lors des JO de Barcelone en 92. Et pour le moment, il ne déçoit pas. Sauf que bien sûr, ça ne passe pas auprès de l'ego de Pippen. Scottie fait sa diva et refuse de retourner sur le parquet. Il rentre carrément au vestiaire. Celui qui était censé être le capitaine courage abandonne les siens dans un moment décisif. Tout ça à cause d'une question d'ego mal placée. Pas top ça, Scottie. Le White Magic, lui, ne tremble pas. Kukoc reçoit la balle, déclenche et bang bang, buzzer beater. Victoire des Bulls, 2-1 dans la série. Puis Chicago recolle à 2-2. Game 5 au Madison Square Garden et hop, les Knicks reprennent le lead. Ce qui nous amène finalement au Game 6 et au fameux dunk de Pippen. C'est son match,
sa signature. C'est le poster de Pippen sur Ewing. Une action hors du temps, qu'on revoit encore aujourd'hui, car c'est un manifeste, une révolte, une manière de dire « j'existe, même sans Jordan, moi je suis toujours là et vous n'allez pas vous défaire si facilement de moi ». Symboliquement, Pippen arrache la victoire pour son équipe et le Game 7 qui va avec. Mais malheureusement pour Pippen, le retour à la réalité ne se fait pas attendre. Et oui, même Robin ne peut pas faire des miracles seul. Sans Batman, Chicago ne joue pas dans la même cour. Les Bulls finissent par perdre la série. La marche était trop haute. C'est ainsi que les Knicks, pour la première fois en 4 confrontations, éliminent Chicago des playoffs. Enfin, il était temps. Par la suite, ils tiendront en échec les Pacers d'un certain Reggie Miller, une autre rivalité plutôt sympathique. Avant d'échouer en finale face aux Rockets du grand rival de Pat Ewing, Hakeem the Dream. Cette défaite marque un coup d'arrêt terrible pour les Knicks. C'était censé être leur saison, et ils ont clairement laissé passer leur chance. Après cet épisode de 94, plus personne ne croit au projet de New York, au point où Pat Riley quitte le navire pour aller fouetter d'autres chats du côté de la Floride. Énorme trahison pour les fans de la Big Apple. Le pire arrive au mois de mars 95. Après 18 mois d'absence, un simple fax a changé la hiérarchie de la Ligue. I'm back. 2 mots, un tremblement de terre. Michael Jordan est de retour. Mais ça, on vous l'a déjà raconté. Bon, même s'il est encore un peu rouillé au début, le MJ que tout le monde connaît revient vite. De nouveau prêt à traumatiser les Knicks. En 96, les Bulls sortent une saison légendaire à 72 victoires et roulent littéralement sur la NBA. Évidemment, qui réapparaît sur leur route en demi-finale de conf ? Les Knicks. Décidément, le destin s'acharne, et pas qu'un peu. Le roi est de retour, et avec lui, sa domination impériale. Chicago plie la série 4-1. Pas de pitié, pas de suspense. Les Bulls sont redevenus les maîtres incontestés de l'Est. Ce sera le dernier grand chapitre de cette rivalité. Après ça, l'histoire s'épuise doucement. À l'image des Beatles, les Bulls se retirent en pleine gloire après un ultime concert aux accents jazzy en 98. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship, and it's their second three-peat. Suite à ça, Jordan, Pippen, Rodman, Phil Jackson s'en vont un à un, marquant la fin de la plus grande dynastie de la Ligue, la fin d'une ère. Les Knicks, eux, auront le droit à un dernier run inespéré. Ils réaliseront l'exploit en 99 de retourner en finale NBA. Mais leur rêve se heurte violemment aux Twin Towers des Spurs. Le temps a fait son œuvre. The San Antonio Spurs have won their first NBA championship. 26 years. Aujourd'hui, la rivalité Bulls-Knicks n'a plus la même intensité, n'a plus la même saveur. La guerre est finie, révolue. Elle appartient désormais à la légende. Ces affrontements mythiques résonnent par-delà les âges comme un vieux refrain qu'on fredonne avec nostalgie. On se souvient tous des champions, des Bulls de Jordan, de Pippen, de leurs exploits, de leurs bagues, de leur dynastie. Mais derrière chaque champion, il y a toujours eu un adversaire, un rival acharné, un caillou dans la chaussure, un mur à franchir encore et encore. Les Knicks de Pat Ewing, malgré les défaites, ont joué ce rôle à la perfection. Ils ont forcé la légende des Bulls. Ils leur ont opposé de la résistance, de la haine et du cœur. Et même s'ils n'ont jamais atteint les sommets, ils ont contribué à les dessiner. Parce qu'au fond, une grande rivalité, ce n'est pas seulement une question de victoire ou de trophée. C'est une question d'intensité, de fierté, de bataille, qui forge des moments gravés à jamais dans la mémoire des fans. 18-footer. Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Down! You're in for 3-point range and hits. Patrick Ewing
win an NBA championship, but it had to feel nice to go through the Chicago Bulls finally. Oh, hell yeah. Hell yeah. Tuesday night. So the Knicks do finally, at